Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle causerie organisée par l'ACFAS Acadie, l'antenne régionale en Atlantique de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences et par le service à la vie étudiante et socioculturelle de l'Université de Moncton. Merci d'être avec nous en direct sur les pages Facebook de l'ACFAS Acadie et du service à la vie étudiante et également sur Twitch. Je suis Antoine Zboralski, je suis doctorant en sciences de la vie à l'Université de Moncton et représentant étudiant pour l'ACFAS Acadie. À l'occasion de la Semaine internationale de la francophonie, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Eden Hambleton, qui est doctorante en sciences du langage, à l'Université de Moncton. Donc Eden, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir d'être ici aujourd'hui avec toi Plaisir et avec partagé. vous autres aussi. Oui, Hein? avec Andy aussi qui est derrière. Oui. Alors, ton sujet de recherche, il s'intitule, faut que je le prenne, faut que je le dise correctement, Représentation de l'accent de l'autre dans les communautés linguistiques du Nouveau-Brunswick. Et donc, on va aujourd'hui en discuter pendant une trentaine de minutes environ, qui seront suivies d'une période de questions. Et on va d'abord parler de ton parcours, évidemment, de comment tu en es arrivé à travailler sur ce sujet, à faire ce doctorat en sciences du langage. Et on va également, évidemment, parler de ton sujet de thèse lui-même et de ton travail de recherche. Et si le temps nous le permet, on parlera à la fin de l'impact de la pandémie sur tes recherches. Oui. Alors, pour vous qui êtes confortablement installés chez vous, au bureau ou ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire de la vidéo sur Facebook, notamment sur la page de l'ACFAS Acadie, et je tâcherai de les relayer à Eden en fin de causerie. Donc sans plus tarder, Eden, on va commencer par ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as cheminé et comment tu en es arrivé à faire ce doctorat? Ah oui, en effet, parce que ce n'était pas nécessairement évident. Euh, mais j'ai commencé mes études à l'Université de Guelph. J'ai fait un bac en justice criminelle et politique publique. Ce n'est pas du tout lié avec Assez la éloigné, oui. linguistique. Ouais. Et puis en même temps, presque par hasard, j'ai fait une deuxième majeure en études françaises. Juste parce que je voulais essayer de garder mes capacités de langue pendant que j'ai fait mes études. Et à la fin, je me suis rendu compte que j'ai réussi à avoir une deuxième majeure. Puis après ça, j'avais un prof qui m'a approché. Est-ce que vous avez pensé à faire une maîtrise en études françaises? Et moi, j'ai dit non, en effet. Puis j'ai commencé à penser, ça m'a attiré, je l'ai fait aussi à l'Université de Guelph. Et puis c'était pendant ma maîtrise, j'ai fait une spécialisation en traduction. C'était pendant un cours de traduction où j'étais introduit au CHIAC, en effet. D'accord. Et pour moi, c'était une introduction un peu unique peut-être parce que c'était le CHIAC à l'écrit, c'était la littérature CHIAC. Et dans le contexte de ce cours, comment est-ce qu'on peut traduire le CHIAC Ah oui. sans perdre sa nature unique, sa nature hybride des deux Mhm. langues, des stratégies de traduction pour interagir avec la langue et pour la transmettre aux autres communautés, comme des communautés anglophones, par exemple. Et puis là, c'était ma première introduction au CHIAC. J'étais fascinée, je peux dire. Et c'était après ça que j'ai commencé à penser au Nouveau-Brunswick, à Moncton, à étudier dans un contexte bilingue, un contexte où les langues sont toujours en contact et de voir comment ça fonctionne en réalité et de vivre dans ce contexte. Donc, c'était pour ça que j'ai décidé d'aller à Moncton, de poursuivre un doctorat en linguistique. Et j'ai choisi la linguistique parce qu'enfin, j'ai découvert que c'était plutôt la langue que le contenu de la littérature qui m'intéressait. C'était plutôt, oui, c'était plutôt les éléments D'accord. langagiers qui m'attiraient. Ok, donc c'est vraiment parce que comme tu es en Ontario, tu aurais pu dire ok, je vais aller au Québec, qui est la plus grande communauté francophone à proximité de là où tu vis, mais tu as vraiment Oui, spécifiquement choisi le Nouveau-Brunswick donc c'est ça. pour les communautés, pour la dynamique linguistique du Nouveau-Brunswick. Oui, et je dois dire aussi que je viens d'une famille anglophone, j'ai des amis anglophones, je suis vraiment dans une communauté assez anglophone ici en Ontario et j'avais beaucoup de personnes qui m'ont demandé: «Mais si tu veux poursuivre des études en français, pourquoi pas aller au Québec?» Et c'était pour ça, c'était pour essayer oui, de vivre un peu dans ce contexte bilingue, oui, de voir comment ça marche et d'avoir cette expérience. Et c'est sûr qu'on peut faire ça aussi au Québec, mais avec le CHIAC, avec tous ces éléments, c'était ça qui m'a attirée au Nouveau-Brunswick. C'est Oui. ça qui montre que le Nouveau-Brunswick a beaucoup plus à offrir que le Québec, c'est magnifique. Mmh. Mmh. Oui. Donc ça répond très bien à la question. On va passer maintenant à plus spécifiquement ton sujet de thèse. Donc je le rappelle, c'est représentation de l'accent de l'autre dans les communautés linguistiques du Nouveau-Brunswick. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est l'objectif ou les objectifs de ton travail? Oui, donc
essentiellement, c'était ce qu'on voulait faire, c'était d'explorer, c'était de décrire euh, comment les auditeurs anglophones, francophones, allophones, et quand je dis allophones, je veux dire juste des personnes qui parlent une langue autre que le français ou l'anglais, comment ces auditeurs réagissent aux accents qui représentent leur communauté linguistique ou qui représentent une autre communauté linguistique, une communauté différente. Mhm. Donc ça, c'était l'objectif général, je peux dire. Et on voulait voir s'il y avait des divergences ou des convergences dans la manière dont ces personnes perçoivent les accents différents. D'accord. Donc, est-ce que tu travailles surtout sur les communautés francophones et anglophones? Est-ce que tu travailles aussi sur d'autres communautés dans le Nouveau-Brunswick ou c'est ces deux-là particulièrement qui t'intéressent? Donc, quand on a commencé à penser à cette recherche, on pensait, comme tout d'abord, sur la communauté francophone, à la communauté francophone. Puis, on pensait aussi à ajouter la communauté anglophone parce qu'en effet, c'est ces deux communautés qui sont toujours en contact, Mhm. qui travaillent, qui vivent ensemble. Et puis, quand on a continué à réfléchir et on s'est rendu compte qu'on a aussi une population importante d'allophones, de personnes qui parlent une autre langue, et peut-être il y a des choses à voir là aussi. Donc, d'essayer de cibler, et je dis les trois communautés en guillemets, c'est évident que la communauté allophone, il y a beaucoup de diversité là-dedans, mais juste de voir s'il y avait des façons différentes oui, de percevoir les accents euh, qu'on rencontre dans la vie Mhm. quotidienne euh, parmi ces trois communautés. Oui. D'accord. Et donc ça, tu réponds encore là aussi parfaitement à la question. Et on va passer maintenant au côté définition. Ok, donc tu t'intéresses aux Mm, accents de ces oui. communautés, surtout anglophones, francophones et un peu les allophones aussi. Mhm. Comment toi tu définis un accent dans ta recherche? Oui, oui, c'est une bonne question parce que le mot accent, c'est un mot intéressant parce que quand je dis le mot à n'importe qui, tout le monde comprend ce que c'est un accent. Tout le monde a... Et c'est pour ça, en effet, que j'adore ce type de recherche parce que tout le monde a une expérience avec l'accent. Tout Mhm. le monde a une anecdote à raconter sur leur propre expérience. En effet, un accent, comme de la perspective linguistique, je dirais qu'un accent ou l'accent, c'est une variation, on dit phonologique, de phonologie, d'intonation et de rythme, une variation entre locuteurs de différents espaces sociaux et géographiques. Donc, c'est pour dire que peut-être des personnes qui partagent la même langue, mais qui appartiennent aux différents groupes sociaux ou aux différentes communautés nationales, par exemple. Mhm. Ou peut-être des personnes qui parlent plusieurs langues, donc des personnes qui ont des langues, qui ont des accents étrangers. Donc, il y a ces deux types, comme en général, des accents qui sont différents entre une même communauté linguistique, Mhm. des personnes qui parlent la même langue, et puis aussi cette idée des accents des apprenants de langue aussi. Ça, donc il y a une question Donc, plus ça, de c'est point de vue par rapport à la langue maternelle. Oui, c'est ça, c'est ça. Et avec l'accent, avec toutes les choses en effet, c'est toujours une question de contexte. Je peux dire que c'est peut-être pour la conclusion, mais je peux dire que la chose la plus importante que j'ai appris pendant toutes mes recherches, toute mon expérience universitaire, Mhm. c'est que la chose la plus importante, c'est de contextualiser. Ça dépend toujours du contexte. Et donc, c'est la même chose avec l'accent. Mais en général, c'est comme ça qu'on le définit, comme ces éléments de prononciation, intonation, rythme et des locuteurs de différents espaces, que ce soit sociaux, géographiques ou autres. Oui. D'accord, c'est super Mhm. intéressant. D'ailleurs, nous deux, on a des accents différents. Il y a Andy qui est avec moi, qui a aussi un autre accent. Mhm. Le Nouveau-Brunswick est plein d'accents différents, je Et trouve. plein d'accents, C'est oui. vraiment passionnant. Et donc, tu t'intéresses aux accents et tu t'intéresses surtout aux représentations de l'accent, des accents. Donc maintenant, question Oui. suivante, qu'est-ce qu'une représentation? Oui, et ça, c'est aussi une très bonne question parce que quand je dis représentation d'un accent, le mot représentation, comme encore une fois, c'est un mot que tout le monde comprend, mais quand j'utilise dans ce contexte, euh, on l'utilise d'une façon plus, je peux dire, plus théorique. Donc, la théorie des représentations, c'est très vieil en effet. Ça vient d'Émile Durkheim à la fin du 19e siècle. Euh, donc, ça vient de la sociologie. Mhm.
Et c'était appliqué pendant les années 60 par un psychologue, une spécialiste en psychologie sociale qui s'appelait Serge Moscovici. Et lui, il l'a défini, et c'est sa définition que je garde toujours en tête, les représentations sociales comme des réseaux d'idées et d'images collectifs qui façonnent notre manière de percevoir, d'interagir avec, d'interpréter le monde qui nous entoure. Donc, c'est ça la définition. C'est Je très comprends abstrait, bien mais que c'est un peu abstrait, oui, mais c'est ça l'idée. Une représentation ou des représentations, des réseaux d'idées et d'images qui viennent de notre collectivité, mais qui sont aussi façonnés par notre expérience individuelle, qui influencent nos façons de penser, qui influencent nos façons d'interagir avec les personnes qui nous entourent. C'est ça, généralement. Oui. d'accord, donc c'est Euh, vraiment... Est-ce que tu m'avais raconté, quand on a préparé cette causerie, que tu avais une anecdote en particulier pour illustrer ça, donc je vais te laisser la raconter. oui. Oui, c'est probablement quelque chose qui est utile parce que oui, je sais que c'est un peu abstrait. Euh, En effet, pendant le même cours de traduction que j'ai suivi pendant la maîtrise, où j'ai rencontré le CHIAC pour la première fois, c'était pendant Mhm. le même cours, euh, j'ai participé, j'ai fait partie d'une petite expérience qu'on a fait en classe. Dans notre classe, c'était une classe assez diverse. On avait des étudiants canadiens, francophones et anglophones. On avait des étudiants de France et on avait aussi des étudiants du Brésil. Donc, c'était vraiment, comme j'ai dit, une bonne diversité dans la salle de classe. Et ce qu'on a fait, le prof nous a donné des petits morceaux de papier et sur chaque morceau, elle a écrit le mot pain, mais dans Mhm. la langue maternelle de chaque étudiant. Ok. Donc, les anglophones ont reçu le mot bread, puis on avait pain, puis on avait le mot en portugais aussi. Et puis, c'était vraiment simple. Elle nous a demandé juste de dessiner ce qu'on voyait sur le papier et de ne le pas partager avec les autres étudiants. Donc, on l'a fait. Et je peux dire que pour moi, la chose la plus difficile, c'était comment est-ce que je dessine une tranche de pain? Comment je fais ça? Donc, on l'a fait. Puis à la fin, elle nous a demandé de les montrer. Et ce qui est, c'était que tous les étudiants canadiens, anglophones et francophones, ont dessiné comme une tranche de pain, comme de Wonder Bread. Mhm. Si ça donne une idée de la forme. Oui. Les étudiants de France ont dessiné une baguette. Oui. Et puis les étudiants brésiliens ont dessiné comme la forme d'un cercle, comme pour représenter plutôt comme un petit pain. Mhm. Donc, elle nous a montré ça encore une fois, comme dans ce cours, c'était dans le contexte de la traduction, l'importance de préserver des mots, de préserver des notions. Mais pour moi, ce qui était frappant, c'était le fait que nous avions ces images tellement différentes derrière ce même mot. Mhm. Et je pense que ça, c'est un bel exemple de comment les représentations sociales peuvent influencer nos façons d'interpréter et de déduire le sens des informations qui nous entourent. Donc ça, c'est un exemple qui est assez visuel, mais je pense que peut-être ça, c'est utile. Mais ça, c'est l'idée. C'est les images, les idées qui sont derrière nos pensées. Et souvent, c'est des choses, on n'est pas conscient qu'on a ces idées ou que ces idées sont uniques à notre groupe social ou C'est différentes ouais. des autres groupes sociaux, je peux dire. C'est des choses qu'on acquiert Oui, inconsciemment au fil de notre parcours dans une culture, dans une langue donnée. Et donc, c'est vrai que quand on ne l'étudie pas, on s'en rend oui, pas compte. Oui. c'est exactement ça. Bah, très bien, on a passé un peu la phase. Exactement ça, c'est Vas-y, vas-y, vas-y. et donc, si je peux aussi donner comme, peut-être un exemple un peu plus abstrait, si on pense aussi comme aux notions ou aux concepts plus grands ou comme le mot pain, ça c'est quelque chose qui est assez concret, assez visuel. Mais si on pense, par exemple, aux mots ou comme aux concepts comme la politesse ou l'intelligence ou des choses qui sont un peu plus larges, Mhm. si on pense, si on réfléchit, on peut peut-être constater qu'on a ces mêmes idées, ces mêmes représentations qui sont derrière la façon dont on interprète ces Ouais. concepts. Donc, juste pour donner, oui, un exemple qui est un Ouais, peu plus abstrait. ça élargit un peu plus le champ, C'est ça. effectivement. Ouais. Bah, merci pour ces exemples. Euh, Là, je voudrais, là, on va partir un peu plus dans le concret de ton sujet. Donc, c'est comment tu décris les représentations associées à un accent?
Oui, comment est-ce qu'on les décrit? Donc, en effet, ce qu'on cherche à voir avec cette étude, c'était de, oui, c'est de voir si on peut déduire s'il y a des représentations positives ou négatives des accents différents qui sont remarquables dans notre échantillon, notre échantillon Mhm. d'études. Donc, ce qu'on a fait, si je peux décrire un peu comme Oui, l'outil oui, de vas-y, collecte vas-y. qu'on a construit pour faire cette recherche. Ce qu'on a fait, on a suivi une méthodologie, euh, une technique en effet qui s'appelle Verbal Guise. Et c'est une variante d'une autre, une variante d'une autre technique qui s'appelle Matched Guise ou locuteur masqué. Mhm. Donc, ce qu'on a fait, on a enregistré des voix des personnes parlant avec des accents différents. Et donc, dans ce cas, on avait 6 voix. On avait 2 voix avec un accent anglophone, une femme et un homme. 2 voix avec un accent francophone, encore une fois, homme et femme. Et 2 voix avec un accent allophone. Et donc, on a créé deux questionnaires, euh, un en anglais puis un en français. On Mhm. avait des voix des personnes parlant Oui. anglais, évidemment, dans l'anglais, et puis le français dans le français. Pour le questionnaire anglais, on avait 2 russophones qui nous a aidés, qui ont fait les enregistrements. Mhm. Et puis pour le français, on avait deux personnes avec des accents africains qui ont fait les enregistrements. Ok. Donc, on a créé ces enregistrements, on les a mis dans un questionnaire et ce questionnaire avait 3 volets, en effet. Il y avait comme la partie principale, c'est ça que je décris, une activité d'écoute. Donc, ce que les participants faisaient, ils écoutaient ces enregistrements et chaque personne parlait, c'était le même texte pour chaque enregistrement, c'était juste un petit extrait sur la météo à Moncton. Donc, on a essayé de trouver un sujet assez général, assez, oui, Qui parle à quelque tout le chose que monde. tout le Oui. monde, exactement, qui parle à tout le monde, oui. Alors, c'était ça, l'hiver à Moncton, tout le monde peut parler de ça, sans problème. Euh, oui. Donc, on a mis les enregistrements, puis on a mis une petite échelle en dessous de l'enregistrement et on a demandé aux participants d'évaluer des traits de personnalité de la voix sur une échelle. Mhm. Donc, par exemple, est-ce que vous trouvez cette personne d'être honnête, intelligente, fiable, amicale, des choses comme ça? Pas du tout, très quelque part entre les deux. Donc, d'évaluer. Mhm. Et puis après ça, on a ajouté une petite boîte. Et ici, cette partie du questionnaire était un peu plus expérimentale. C'est quelque chose qui est un peu original à notre recherche. On a mis une boîte où on a demandé, d'après vous, quelle est la profession de cette personne? Et là, c'était juste une boîte de texte Libre. libre. Il Oui. pouvait écrire comme il voulait. S'il ne voulait pas écrire, il ne devait pas écrire. Juste pour essayer de voir d'une autre perspective comment les gens évaluaient la voix. Mhm. Par exemple, quel niveau de professionnalisme, quel niveau de responsabilité, quel niveau d'éducation? Est-ce qu'il y a des différences entre les professions qu'ils donnent pour chaque voix? Donc, c'était juste, les évaluations ont été basées seulement sur la voix. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait rien d'autre pour décrire la personne, c'était juste la voix. Mhm. Ah, Donc, c'est comme ça qu'on l'a construit pour essayer de cibler ces représentations de l'accent. c'est vraiment intéressant ça. En plus, moi, j'ai pas vu passer le questionnaire, donc j'aurais bien aimé vouloir juste Mhm. répondre juste pour savoir quels étaient ce que j'aurais dit, ce que j'aurais pu mettre. Et donc quand tu dis ça, en fait, on a l'impression que les gens rattachent une voix à une classe sociale, quelque part. Est-ce que l'accent est un marqueur de classe sociale, par exemple? Oui, donc je pense que comme il y a une réponse simple à ça, la réponse est oui. Mais je dirais que si on veut parler un peu plus de ça, je dirais que l'accent, c'est un peu plus grand, plus Mhm. large que ça. Je dirais que l'accent est, en effet, c'est un marqueur d'identité. Oui. Et c'est évident que la classe sociale fait partie de cette identité, mais ce n'est pas le seul élément qui est en jeu. Donc l'accent, ça peut être, oui, ça peut être un marqueur d'une identité nationale, géographique, de classe sociale, comme de plusieurs choses différentes.
Mais c'était intéressant, comme dans les commentaires qu'on a reçus, qu'on a vu qu'il y avait des accents qui ont été perçus d'être plus urbains, d'autres qui ont été Mmh. perçus d'être plus rurales. Et ça n'avait rien à faire avec la personne, en effet, comme avec la vérité, je veux dire. La réponse, ouais, Euh, ouais. Comme l'emplacement géographique réel de la personne qui a fait la voix ou de la. Donc, donc je dirais que l'accent, c'est ça, ça peut être un marqueur de la classe sociale, mais plus globalement, Plus globalement, identité. c'est un marqueur de l'identité et parfois, pas nécessairement juste un marqueur, mais un indice, on peut dire. Un indice de l'identité. Parce que parfois, comme j'ai dit, parfois les évaluations ou les jugements qui ont été faits n'ont pas été vrais. Oui, je comprends ça. Et Mhm, donc, qu'est-ce que mhm. ça a été quoi les grandes, disons les conclusions, les grands résultats, les résultats généraux Oui. de toute ton approche méthodologique, à la fois le questionnaire et le côté évaluation enfin, d'attribution d'une profession à une voix qui est juste une voix. Mhm. Qu'est-ce que tu as trouvé de marquant dans toute cette approche? Donc, ce que je peux dire comme, je vais dire aussi que je suis toujours comme en train de rédiger mon chapitre d'analyse, donc je suis toujours un peu dans les données. Mais de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est vraiment intéressant. En effet, ce qu'on voit, ce qu'on voyait avec les évaluations, juste pour commencer, c'était que toutes les voix, globalement, toutes les voix ont été évaluées de façon positive par les participants, Mhm. peu importe la communauté linguistique du répondant, peu importe l'accent de la voix. Toutes les voix ont été plus ou moins appréciées. Donc, il n'y avait pas de voix qui a vraiment sorti Qui a rejeté la personne, de en tout cas la cette. voix. Exactement, c'est ça. Donc, en général, c'était positif. Ce qu'on voyait aussi quand on a regardé les professions, euh, premièrement, ce qu'on a fait, on les a regroupés et on a utilisé un système de classification de France, en effet, profession et classification socio-professionnelle, Mhm. parce que c'est un système qui est assez complexe, qui regroupe les choses à la fois selon des métiers, je veux dire, à la fois selon leur niveau d'indépendance, si la personne est indépendante ou salariée, selon le niveau d'éducation exigé pour avoir l'emploi, la grade, la position hiérarchique. Il y a beaucoup de choses qui sont là dans ce système. Donc, c'était pour ça qu'on l'a choisi. Donc, quand on a fait ça, Donc juste, ça nous a. donc cette classification socio-professionnelle, tu l'as utilisée Mhm. pour en fait classer les réponses des gens en fonction de la profession qu'ils avaient indiquée. C'est ça s'ils Exactement, disaient boulanger, exactement, bah, tu étais artisan, tu entends dans la catégorie artisan, et ensuite tu as fait tes analyses exactement. là-dessus. D'accord. Oui, c'est exactement ça. Et ce qu'on a vu, c'était que il y avait des voix qui ont été perçues d'être, et je vais dire juste en guillemets, mais d'être plus professionnelles que Mhm. d'autres. Mais encore une fois, comme avec les évaluations de la personnalité, il n'y avait pas d'association avec l'accent de la personne. Ce qu'on avait, on avait une association entre le niveau de professionnalisme perçu de la voix et le niveau de confiance perçu de la voix. Oui. C'était là où on a trouvé l'association. Donc, on ne trouvait pas que, par exemple, l'accent anglophone est perçu d'être plus professionnel. Non, comme on a vu, rien de ça. C'était plutôt la voix qui a été perçue d'être confiante a aussi été perçue d'être professionnelle ou d'avoir un emploi qui exige un haut niveau de professionnalisme, je peux dire. Donc il n'y avait pas Ah, de corrélation avec le type d'emploi, c'est ça que tu dis? c'était ça, l'accent, le jugement de, oui, l'accent de la voix n'avait rien, oui, Oui, ok. n'avait pas d'influence sur le jugement de la profession de la Ok. personne. Et je, tu... Et je vais dire, Vas-y, vas-y, vas-y. désolée, oui. C'est à Oui, distance, non, c'est je voulais juste, compliqué. oui, je voulais juste ajouter que pour nos deux groupes, Mhm. les participants à la version anglaise de l'enquête et les participants à la version française de l'enquête, pour les deux groupes, la voix qui était la plus appréciée était une voix allophone. Donc, c'était pas une voix anglophone, c'était pas une voix francophone, c'était une voix allophone, en effet. Donc, ça n'a rien à voir avec la communauté linguistique du répondant. C'est comme je viens de dire, c'était plutôt une évaluation de leur
de leur personnalité par Mmh. rapport aux facteurs plus individuels, je veux dire des facteurs prosodiques. Et par ça, ce que je veux dire, c'est juste la façon dont ils parlaient, leur débit, leur ton, euh, leur assurance, plutôt des facteurs comme ça que l'accent. D'accord, donc c'est vraiment, Mhm. est-ce qu'on pourrait dire que, les gens sont relativement bienveillants à l'égard des personnes qui parlent, qui apprennent à parler leur langue ou, qui en tout cas dont c'est pas la langue maternelle? En effet, c'est ça que je dirais, comme ce que je, comme, et encore une fois, c'est assez préliminaire, je Oui, suis oui, oui, toujours dans les évidemment. analyses, mais ce que je dirais, c'est que ce qu'on voit jusqu'à maintenant indique que nos participants, comme pour sûr, comme dans notre étude, dans notre contexte de Mmh. recherche, nos participants ont des représentations assez positives de l'accent de l'autre, de l'accent de quelqu'un qui appartient à notre communauté linguistique. Et on dirait ça parce qu'ils ont évalué ces personnes très positivement. Ouais. Donc oui, je pense que ça montre, oui, une certaine ouverture, aux personnes qui ont une idée linguistique différente, on peut dire, ou qui ont peut-être des origines différentes, oui, qui sont différentes, d'une façon ou d'une autre, Oui. oui. Est-ce que, juste pour préciser, je sais que tu me l'avais dit, donc je pense que ça vaut la Mmh. la peine de le mentionner, mais tu as eu du monde qui a répondu, à tes 2 sondages. Est-ce que tu peux rappeler les chiffres, à peu près approximatifs du nombre de personnes qui ont participé à ton étude? Oui, on avait 466 participants Dans à le l'enquête en au total, au total? Ouais. Donc au total, 466 oui, personnes qui ont répondu au questionnaire et qui ont attribué des c'est ça. professions et enfin, s'ils le voulaient, ou s'il et il et elle le Mmh. voulaient. D'accord, c'est quand même un beau chiffre en sciences humaines, je trouve, c'est une belle participation. Oui, on était très, très contents de réussir à attirer un si grand nombre de personnes, oui, oui. Ah bah, félicitations pour On ça. avait de la chance. Merci. Donc là-dessus, je sais plus où j'en étais. Ta 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 ta. Oui, maintenant si on parlait un petit peu d'insécurité linguistique, parce que je sais que tu en parlais, tu Oui. aussi tu aussi mentionné, enfin dans ton questionnaire, tu visais aussi à évaluer Mmh. l'insécurité linguistique des répondants. Qu'est-ce que tu as observé sur ce volet-là? Oui, donc avec ça, donc ce que je viens de décrire, c'est l'activité d'écoute Mmh. de notre questionnaire, qui est en effet juste un volet, des 3, qu'on avait dans le questionnaire. Donc on avait aussi 2 autres parties. Un parti qui traitait juste, des informations sociodémographiques du Mmh. répondant, juste pour avoir une idée s'il y avait des facteurs sociodémographiques qui influençaient les réponses, comme l'âge, le niveau d'éducation, des choses comme ça, par exemple. Mais puis, on avait aussi un autre volet, qui fonctionnait comme une introduction à l'enquête, où on a posé 2 questions aux répondants. On a posé c'était juste des questions très, comme ouvertes, je dirais. Ouais. On demandait premièrement, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous êtes à l'aise quand vous parlez votre ou vos langues maternelles? Et encore une fois, on avait juste une boîte libre, ils pouvaient écrire oui, non, ou ils pouvaient écrire une grande réponse s'ils voulaient. Mmh. Et puis une deuxième question, est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent ou qui vous dérangent quand vous parlez vos langues maternelles? Et là, ça c'était la seule partie du questionnaire où on voyait comme une différence dans les réponses, des communautés linguistiques différentes, qui sont représentées par les répondants à notre questionnaire. C'était dans cette partie. Hem et oui, donc avec ces questions, on cherchait à voir c'était ça, la confiance, la sécurité, l'insécurité peut-être, des personnes ou peut-être juste leur relation avec leur propre langue, leur propre expérience, en utilisant leur langue dans leur expérience quotidienne. Mmh. Donc ça, c'était, c'était là où on était un peu Dans la sécurité dans linguistique. l'insécurité Oui. linguistique, oui, merci. Oui. Et donc là, ce qu'on a vu, c'était que, on a encore une fois, comme globalement, on avait 4 groupes, de langues maternelles représentés, dans, l'échantillon. Mmh. On avait des personnes de langue maternelle anglaise, de langue maternelle française, de langue maternelle, encore une fois, ce qu'on a dit, de langue maternelle autre, donc juste une autre langue que l'anglais ou le français. Et aussi, des personnes de langue maternelle anglaise et française, donc des personnes, qui sont bilingues, jusqu'à la naissance, on peut D'accord. dire.
Euh, et donc, pour tous ces groupes, on avait la plupart ou une grande proportion des répondants qui ont dit simplement, oui, je suis à l'aise. Non, il n'y a pas de choses qui me gênent. Euh, Mhm. mais il y avait aussi une proportion pour chaque groupe de personnes qui ont dit, ah, il y a des choses qui me gênent, il y a des choses qui me dérangent. Et c'était les choses qu'ils citaient qui étaient un peu différentes. Et encore une fois, comme je vais insister sur le fait que je ne parle Préliminaire. pas comme c'est ça, c'est préliminaire et c'est seulement pour notre étude, ce n'est pas pour dire que les francophones pensent comme ça ou les anglophones pensent pour ça, Oui, oui, comme oui. ça, c'est plutôt juste pour dire que les personnes avec ces langues maternelles dans notre échantillon ont mis ces réponses. Donc, juste pour qualifier un peu. C'est Euh, de l'observation, c'est pas de la généralisation. Exactement, c'est simplement l'observation là. Mais oui, c'était intéressant. Ce qu'on voyait, c'était qu'il y avait un peu moins d'anglophones qui ont cité, qui ont expliqué un sentiment de mal à l'aise Mhm. que de francophones, que de bilingues. Euh, et aussi, les raisons qu'ils ont données ont été un peu différentes. Est-ce que juste, tu veux dire, les bilingues ont exprimé plus d'inquiétude par rapport à ça que les francophones, qui eux-mêmes en ont exprimé plus que les anglophones, ou est-ce que les francophones et les bilingues avaient le même niveau d'inquiétude? Non, c'était un peu d'une D'accord, comme ok. hiérarchie un peu. Oui, on avait environ, je sais pas, environ 25% des anglophones citaient des choses gênantes, je Mhm. dirais, comme dans la langue maternelle. On avait 25% des anglophones, 36% des francophones et 50% des bilingues, mais comme bilingues de langue maternelle, je dirais, Mhm. qui c'était un peu de malaise ou de gêne en utilisant leur ou leur pluriel langue maternelle. Oui, D'accord. c'est ça. Euh, oui, et puis l'autre chose qui était intéressante, c'était que les raisons ont été un peu différentes aussi. On voyait que pour les anglophones, les choses qui ont été citées les plus souvent ont été, je dirais, comme des éléments ou des problèmes orthophoniques. Donc, par exemple, des problèmes avec la prononciation d'un syllabe ou des D'accord. problèmes de fluidité dans la parlée. Donc, c'était plutôt des choses comme ça qui ont été citées par les anglophones comme Mhm. des éléments un peu gênants De de leur mécanique langue. de la parole, en fait, C'est ça, si on peut dire ça oui, comme c'est ça. exactement ça. Je le dis avec mes mots et je suis en Oui, biologie, donc je ne sais pas. non, mais je pense que ça marche. Oui, oui. Puis pour les francophones et les bilingues, leurs raisons-là ont été un peu plus similaires. On voyait que pour les francophones, il y avait trois comme catégories, je dirais, de raisons qui ont été données. Mhm. Il y avait des personnes qui ont cité je suis gênée dans certaines situations de communication. Donc, il y avait un focus un peu externe. Dans une certaine situation de communication, j'ai des problèmes. Il y a des réactions d'autres personnes qui me gênent parfois, euh, des choses de ce type. Ouais. Puis, il y avait des raisons qui ont été directement liées à l'accent. Euh, et il y avait beaucoup plus de personnes, oui, de langue maternelle française ou française et anglaise qui ont cité l'accent comme un élément parfois gênant de leur parler que euh, des personnes de langue maternelle anglaise. Et puis aussi, il y avait un manque de vocabulaire qui a été cité. Je trouve que parfois, je cherche mes mots, je cherche les mots, j'ai le sentiment que j'ai pas le même niveau de vocabulaire que d'autres personnes que je connais, des choses comme ça. D'accord. Euh, donc, ce sont les plus grandes, comme j'ai dit, comme catégories de raisons qui ont été données par D'accord. cette partie de C'est notre échantillon. c'est intéressant de voir Euh, qu'il y a il y a de la gêne, il y a une forme d'insécurité linguistique dans toutes les communautés que tu étudies. Enfin, tu n'as pas parlé des allophones, oui, mais en tout cas, tu as parlé mhm, des gens dont la langue c'est ça. maternelle est le français, l'anglais ou les deux. Et que, Oui, mais cette gêne, cette insécurité n'est pas la même entre les anglophones et les francophones et bilingues. C'est vraiment intéressant exactement. de Donc, voir. Ouais, exactement. Donc, c'est exactement ça que, oui, je voulais insister sur ça exactement. C'était qu'il y a des personnes avec des insécurités qui ont n'importe quelle langue maternelle, mais c'est des choses différentes qui provoquent des sentiments de gêne, exactement. et donc, ouais. Et puis, Vas-y, vas-y, vas-y. oui, désolée. Non, 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 continue. Pour les, Ouais. pour les bilingues, je voulais juste ajouter que pour les bilingues, on a vu les mêmes raisons que
qui ont été cités par les francophones, par exemple, les difficultés dans les situations de communication, et les réactions d'autres personnes dans ces situations de communication. Mais là, on remarquait aussi parfois des commentaires qui ont été un peu plus spécifiques à quelqu'un qui parle de langue. Parfois, par exemple, comme des commentaires comme je me sens comme si je suis entre les langues. Euh, Mmh. Quand je parle anglais, je trouve que je manque des mots. Et puis quand je parle français, j'ai un accent trop anglophone. Donc, des personnes juste des défis un peu uniques Oui, euh, au aux bilingue. personnes qui sont bilingues, exactement. Mmh. Donc oui, ça c'est comme ça qu'on l'a vu, oui, qu'on le voit jusqu'à maintenant. Et donc cette Mhm. différence, cette différence-là, est-ce qu'elle peut s'expliquer, cette différence dans l'insécurité entre les communautés? Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle provient d'une comment dire ça? On va partir du je vais le dire comme je le pense là. Est-ce qu'il y a plus de Mhm. diversité d'accents francophones au Nouveau-Brunswick qu'il y a de diversité d'accents anglophones? Comme encore une fois, comme je dirais oui. Euh, Je sais que c'est je pas suis, exactement ce que ta recherche vise à montrer, oui, mais est-ce que toi, oui, en tant que chercheuse, c'est quelque chose, c'est un facteur qui pourrait expliquer que les francophones se sentent un peu plus en insécurité linguistique que les anglophones? oui, je pense qu'il y a probablement plusieurs facteurs en jeu là, mais je pense qu'il y a qu'un des facteurs est peut-être juste le niveau de conscience qu'on a à propos de notre propre façon de parler. Comme je sais, comme par exemple, pour moi, je vais juste parler un peu de mon expérience Oui, personnelle bien sûr. comme anglophone. Je sais que j'ai jamais entendu la phrase insécurité linguistique avant d'arriver à l'Université de Moncton, avant de commencer mes études en linguistique. Mmh. Mais quand j'ai réfléchi un peu à la notion et à mes expériences propres, je me suis rendu compte que j'ai seulement senti cette insécurité dans ma langue maternelle. Je peux vraiment dire comme une fois de ma vie, et c'était en Angleterre. J'ai fait OK, un voyage, j'ai arrivé à Londres et j'ai essayé de parler à quelqu'un et je vais dire la personne a refusé de me comprendre, mais la personne ne m'a pas compris, comme pas du tout. d'accord. Et là, j'étais comme, comment est-ce que je peux me faire comprendre si, donc, mais ça, c'était la seule fois où j'ai jamais pensé à ça. C'était dans cette occasion où j'étais dans un contexte différent. Mais dans mon contexte quotidien, je n'avais jamais cette expérience. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là avec la confiance de parler une langue ou de parler une langue ou une variété de langues euh, qui est, qui est différente d'une autre variété Mmh. qu'on perçoit comme plus légitime ou plus standard ou euh, peu importe l'adjectif qu'on utilise. Ouais. Donc, peut-être, pour moi, comme peut-être juste une hypothèse à donner, c'est que pour les anglophones, il n'y a pas cette même conscience euh, d'une distance entre leur parler et une autre variété de langue qui est perçue d'être plus légitime ou plus standard ou plus quelque chose. Peut-être il n'y a pas cette même conscience. Et peut-être c'est pour ça que les anglophones n'ont pas cité l'accent comme un élément qui provoque des sentiments de mal à l'aise. Alors que les francophones sont plus conscients qu'il y a beaucoup d'accents, il y a beaucoup de variétés, euh, oui, c'est ça, il y a une hiérarchie un peu peut-être qui est Donc en jeu là. est-ce que ouais, je pose des questions, mais sans je veux pas te forcer à dire quoi que ce soit non plus. Je sais que le sujet de la langue est un sujet, complexe. Heu, Mhm, mhm. est-ce que tu dirais qu'il y a plus de diversité dans les accents en français au Nouveau-Brunswick que dans les accents en anglais ou pas? Je dirais, encore une fois, comme je ne suis pas experte, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur la variation linguistique en anglais, et je ne suis pas une de ces personnes. D'accord. Mais encore une fois, de mon expérience personnelle, je dirais oui. Je dirais que oui, quand on voyage au Nouveau-Brunswick entre les villages, les villes francophones, plutôt francophones, on peut écouter des différences. Alors qu'en anglais, pour moi personnellement, quand j'ai voyagé dans la province, je n'entends pas de différence. D'accord. Et même quand je pense à mon expérience au Canada, je si on pense à l'accent, spécifiquement à Mmh. l'accent, comme bien sûr, il y a des régionalismes, des mots de vocabulaire différents, des choses comme ça, mais Oui, oui, oui. sur le côté de l'accent, je ne pense pas que c'est assez divers, non, en anglais qu'en français.
D'accord, ouais, c'est quand même, Mmh. c'est un ressenti que j'ai Ouais. aussi, mais en même temps, c'est toujours une expérience personnelle, c'est ça, c'est comme tu le dis, Mmh. il y a des gens qui font ça beaucoup mieux, qui étudient ça spécialement, pour savoir, pour déterminer s'il y a vraiment des différences dans les diversités d'accent. Et bref, je Mmh ferme oui. la boîte de l'insécurité linguistique. On pourra y revenir en fonction des questions qui sont dans le chat, dans les commentaires sous la vidéo Facebook. Mmh D'ailleurs, je rappelle aux gens, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Précisez le contexte, s'il vous plaît, de vos questions pour que on puisse savoir à quel moment, de quoi vous parlez exactement quand vous posez votre question. Je pense, je réfléchis, il est déjà, ah oui, il est déjà 14h10. On va passer aux questions directement parce que on a déjà bien entamé le sujet, je trouve. Oui. Donc il y a une question, il y a déjà plusieurs questions en fait. Commencer par une OK. question de Michel. Est-ce que dans tes résultats, notamment sur, je pense que c'était par rapport à la profession, l'attribution d'une Mmh profession, est-ce qu'il y a des distinctions selon le genre? Selon Le genre. Le genre le genre je sais pas si c'est de la personne qui répond ou de la personne qui parle, mais selon le genre, oui. oui. En effet, oui. Et encore une fois, c'était intéressant ici parce que c'était, je pense que c'était le seul endroit dans l'enquête où on a vu une différence, selon le genre, ou le sexe ou, quoi, oui, Mmh. hem, de la voix. Et ce qu'on voyait et ici, je pense que ça montre aussi comme une représentation qui est toujours en jeu. On a vu que, hem, c'était seulement les voix masculines qui ont été perçues d'avoir, un emploi, dans le monde, industriel, je dirais. D'avoir un emploi en construction, par exemple, Mmh. de travailler avec les mains. C'était toujours les hommes qui ont reçu, qui ont été, oui, qui avaient cette À qui on a attribution de attribué ce type de profession, ouais. exactement, donc c'était seulement les voix masculines, Mmh. et c'était toutes les voix masculines, la voix anglophone, francophone et allophone dans les 2 sous-corpus. C'était ces 3 voix qui ont été, oui, qui ont reçu D'accord. ces attributions mais pas les voix féminines. Donc on a vu cette différence qui était assez, oui, assez claire. Hem, Et oui. justement, Michel précise, sa question un petit peu sur le genre. Mmh Est-ce que la voix, je pense que c'est ce que Michel veut dire, mais est-ce que la voix masculine est perçue comme une voix d'autorité? Je Ah, OK. Ah, oh, intéressant. OK, non, comme si on pense, je pensais plutôt, Mmh. au domaine de travail. Mais en effet, non. En effet, pour les 2, si je pense correctement, je réfléchis un peu. Oh oui. Je pense que, pour la je sais bien que pour le sous-corpus anglais, la voix qui a été perçue d'être, la plus, encore une fois, en guillemets, comme «professionnelle», Mmh. hem, a été une voix féminine, en effet. D'accord. C'était la voix de la femme russophone, heu et c'était elle qui a été aussi perçue comme la plus confiante, Tu dis la femme de russophone, c'est l'échantillon. ça? La femme russophone, oui, Oui, c'était d'accord, ça. Mmh parfait. Oui, Heu, donc il y avait pas cette idée de oui, autorité, liée au genre de la voix, non. OK. Mmh Il y a Sylvia qui demandait tout à l'heure par rapport aux allophones et je pense que c'était par rapport à l'insécurité linguistique, parce qu'on a parlé des francophones, des mh. bilingues, des Oui. anglophones. Est-ce que les Mmh allophones vivent une insécurité linguistique? Donc oui, donc ce qu'on voyait comme dans notre échantillon, pour les personnes qui ont cité une langue autre que l'anglais ou le français comme la langue maternelle, on voyait, comme presque le même pourcentage de personnes, hem, que dans le groupe francophone qui ont cité des choses, oui, qui provoquent un sentiment de gêne. Pour eux, et oui, que parce que je ne les ai pas mentionnés, la raison, qui a été ou la catégorie de raisons qui a été citée le plus souvent pour ce groupe, c'était c'était encore une fois les situations de communication. Donc pour eux, il y avait, encore une fois une distinction qui était unique à ce groupe et pour eux, c'était le fait que dans leur vie quotidienne, il y a un manque d'occasion d'utiliser leur langue maternelle et c'est ça qui, heu, qui donne un peu de mal à l'aise. C'est le fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'occasion de l'utiliser. Chez les Donc allophones, ça, hein, tu c'était parles des allophones, hein. chez Oui. des allophones, oui. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui a du sens, comme si on pense, au contexte, du Nouveau-Brunswick où on entend souvent les 2 langues.
officielles, mais peut-être les autres langues ne sont pas si souvent utilisées comme dans la vie quotidienne dans la Mmh. ville, peut-être. Est-ce que tu t'étais intéressé à l'insécurité linguistique des personnes, des allophones, par rapport à leur langue maternelle? Donc c'était ça la C'était question, oui, mais ouais, c'était juste est-ce que vous êtes à c'était par l'aise? rapport à leur langue maternelle, donc ni le français ni l'anglais, c'est ça? C'est ça, c'était Oui, juste par d'accord. rapport à leur langue, Ah d'accord, c'était maternelle, pas oui, exactement. parfait. Donc là, on ne voyait pas vraiment comme les éléments d'accent, de vocabulaire, tout ça. C'était plutôt, encore une fois, comme un problème, en guillemets, plus externe, le fait que c'est difficile d'utiliser la langue maternelle dans la vie quotidienne, qui a été souvent cité dans D'accord, ce ouais, groupe. Oui. Mhm, excellent. oui. Je vois Et pas je d'autres q vais, ouais, si vas-y, je vas-y. Désolée, si je peux mentionner, je veux juste aussi mentionner que notre échantillon de sujets, les participants, a été très, très, très divers. Et j'étais vraiment contente d'avoir ça parce que ça nous a donné beaucoup, beaucoup de voix différentes Mmh. de voir les choses. Mais on avait comme une cinquantaine de langues parlées, représentées dans notre échantillon. Sur plus de 400 Donc, réponses, c'est ouais, c'est beau, quand je parle des allophones et des personnes qui parlent d'autres langues, c'est vraiment comme un groupe, encore une fois, divers très hétérogène, ouais. dont je parle. Oui, Mmh. hétérogène, c'est exactement ça. Excellent. Et on a pensé à ça aussi, cet aspect d'hétérogénéité. Et j'imagine que ça c'est aussi en jeu quand on pense au niveau d'ouverture aux autres accents. On a beaucoup de personnes dans l'échantillon qui sont probablement habituées à interagir avec des personnes qui parlent avec des accents différents dans leur vie, Oui, au travail et peu importe où. Mhm, d'accord, bah, c'est très mhm, intéressant. Je vois pas d'autres questions dans le chat pour l'instant, mais je re ça me donne l'opportunité de revenir sur une question que j'ai, oublié de te poser tout à l'heure, par OK. rapport à par rapport aux représentations. Quand tu décrivais les Mhm. représentations, est-ce que, finalement, c'est une représentation, ça se rapproche pas c'est pas très proche d'une norme? Ah, OK, oui. Donc oui, comme quand on parle des représentations, oui, je dirais que si on reste comme si on reste dans un contexte social, si on parle des représentations sociales, des normes sociales, je pense que oui, c'est vrai qu'il y a des caractéristiques communes entre ces 2 notions. Pour moi, ce que je dirais, ce qui est différent d'une norme, je dirais qu'avec une norme ou avec des normes, il y a cette idée des règles de conduite, implicites, explicites. Il y a un élément de ça qui est prescriptif, je dirais. Mmh. Et je dirais aussi qu'avec les normes, il y a toujours des groupes, on peut dire des groupes de pouvoir ou des personnes de pouvoir. Il y a des groupes de personnes euh, qui les imposent, qui les définissent. Euh, et puis, on a des institutions Donc dans c'est nos plus, sociétés qui oui, les diffusent, oui. donc c'est ouais. Les écoles, les médias, les cours, le système de justice, comme beaucoup, beaucoup d'institutions différentes qui les diffusent et qui les renforcent souvent. Euh, Avec une représentation, je dirais qu'il n'y a pas ce même aspect de prescriptivité, si je peux dire ça. Mmh. Il y a toujours cet élément de collectivité qui est en jeu, mais ce n'est pas la même idée d'atteindre un objectif ou d'avoir un comportement qui est fixé comme le standard, par D'accord, exemple. ouais, il y a pas de Euh, but, il y a pas de visée, c'est c'est quelque chose ça, il qui n'y a pas s'établit de but. inconsciemment sans que personne y ait réfléchi, Mhm. enfin, en tout cas, on Oui. Et je dirais pense. aussi qu'avec les représentations, il y a plus d'échanges entre la collectivité et l'individu. Alors qu'avec la norme, d'habitude, on n'a pas personnellement beaucoup d'influence Oui, sur le ça changement va que dans un de ces sens, normes. oui. Et avec les représentations, je pense qu'à cause de ça, ou grâce à ça peut-être, les représentations sont un peu plus floues, je dirais aussi, un peu moins figées, un peu plus faciles oui, à changer, à façonner, oui, tout ça. Et est-ce que je vais un peu plus loin dans la question, mais est-ce qu'une norme génère des représentations? Qui en sont ensuite il y a toute une Voilà, question exactement. d'interaction derrière, Il y a toute une question d'interaction, oui, parce que c'est sûr que les normes jouent un rôle dans la formation et la diffusion des représentations, mais en même temps que les représentations jouent un rôle dans la formation, création, établissement des normes aussi. oui, Donc oui, d'accord. je pense que c'est 2 idées qui sont toujours en jeu, l'un avec l'autre, oui.
C'est, Mhm. ça ferait une causerie en soi, je pense. La norme C'est, est... c'est, euh, c'est l'œuf et, comment dire, c'est l'œuf et la poule, quelque chose Oui, comme c'est ça. ça. Mais Ouais, oui, c'est ça, c'est on l'œuf ou sait la pas poule. quel est Qui vient le premier? exactement. Oui. Excellent. Je réfléchis. Il est déjà 14h20, on a bien dépassé. Je voulais juste te poser une dernière question rapidement sur Mhm. la pandémie. Est-ce que la pandémie a eu un impact positif sur tes travaux, ou négatif, ou autre? Et est-ce que tu peux décrire cet impact, ou ces impacts? Oui, je pense que c'est possible que ça avait les deux à la fois. Euh, Parce que comme on a lancé notre étude ou notre questionnaire euh, il y a, il y a un an maintenant, Juste avant la pendant le pandémie? mois de Ou... mars, Oui. juste avant, comme quelques semaines avant, comme la première fermeture Mhm. euh, et tout ça. Donc ça nous a causé quelques problèmes parce on cherchait à diffuser le questionnaire par des institutions, par des académiques, par exemple, Mhm. les universités, les centres communautaires. On cherchait un peu de coopération pour diffuser le questionnaire. Et avec la pandémie, ça devenait un peu plus difficile parce que tout le monde a été focalisé sur le partage des informations sur la santé, ce qui était Oui. complètement logique et excellent. Mais ça nous a forcé d'avoir un peu plus de créativité pour diffuser le questionnaire d'autres façons, de trouver d'autres réseaux. Mhm. Donc, ça a exigé un peu de créativité. Mais puis, je dirais qu'en même temps, euh, peut-être on a réussi à obtenir plus de réponses grâce à, en guillemets, la pandémie, peut-être parce que les personnes ont été confinées à la maison, cherchaient des choses à faire. Peut-être on a reçu plus de réponses à cause de Est-ce que les gens avaient envie de cette faire quelque chose, réalité. de Oui. s'occuper en Quelque remplissant un chose questionnaire pour faire avancer la c'est recherche ça. en linguistique? C'est ça. De s'occuper pour 5 minutes et puis de faire avancer un projet de thèse et oui, donc oui, donc comme on était j'étais tellement contente de recevoir cette ampleur de Ce nombre de réponses parce réponses. que c'était pas nécessairement attendu, comme j'ai rêvé à ça, mais oui, on avait vraiment de la chance, Bah, ouais. il y a aussi des aspects positifs dans la recherche à cause de Mmh. la pandémie. Donc c'est bien de le souligner, je Et trouve. oui, et je dirais aussi on était chanceux parce que, notre enquête a été conçue, d'être fait à distance quand même. C'était quelque Oui. chose qu'on a conçu de faire en ligne. Mhm. Donc on pouvait continuer sans interruption, Oui, si on de faire la de recherche sans avoir besoin de revenir dessus et de réadapter exactement, les questionnaires. Oui, exactement. Donc mais c'est oui, excellent. oui, oui. On était Je aussi chanceux. C'est vrai. Est-ce que je pense qu'on touche un peu on touche à la fin de la causerie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais encore mentionner, ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions, de tout ce dont tu avais envie de parler? Je pense que oui, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Je regarde un peu mes notes pour voir s'il y avait des choses Non, mais qu'on a qu'on a manquées. Je pense pas. très bien. Bon, Hem, bah, oui, vas-y, oui, vas-y. oui, ça c'est ça. Je dirais juste que comme toute l'expérience, comme peut-être, comme s'il y a des étudiants qui regardent maintenant, comme toute l'expérience a était jusqu'à maintenant tellement enrichissante, comme j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et comme j'ai dit auparavant aussi, comme c'est toujours cet aspect du contexte qui me revient chaque fois. Comment les choses changent quand on change de contexte. Et c'est ça, je pense, qui est l'aspect le plus frappant de ce que j'ai fait jusqu'à Mmh. maintenant. C'est comment le contexte est toujours en jeu. Et ça me fait toujours penser à qu'est-ce qui se passe ici et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ici et comment est-ce que ça change si on change de milieu et des choses comme ça. Donc ça, c'est pour moi comme juste le point global de tout ce qu'on a fait. Ah, Ouais. c'est excellent. Merci beaucoup, Eden, et j'espère que ça va inspirer, des étudiants, des futurs étudiantes et étudiants en sciences du langage, Mhm. à s'engager dans cette voie. Merci d'avoir accepté encore, notre invitation. On arrive maintenant à la fin de la causerie. Je tiens à te Oui. remercier notamment de contribuer à la production et puis à la diffusion des savoirs en français en Acadie, ce qu'il faut souligner. Heu, à vous qui nous Mais merci regardez, à toi et oui? à vous deux qui sont là. Et Ah, ça nous fait plaisir. Je sais que là, on a du monde qui nous regarde. On a encore 23 personnes sur le live Facebook. Donc, à vous qui nous regardez, qui êtes encore là, merci énormément de nous avoir suivis. oui, Merci d'avoir posé des questions.
J'espère que, enfin, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la page Facebook de l'ACFAS Acadie et également la page Facebook du service à la vie étudiante et socioculturelle de l'Université de Moncton pour rester au courant en temps réel de nos activités. Je précise également que l'ACFAS Acadie publie une infolettre à chaque saison pour vous informer des activités qui sont en cours. Je vous enverrai tout ça dans les commentaires. Je remercie évidemment Rémi Goupil et surtout Andy Couturier qui est juste derrière, que vous ne voyez pas, mais qui assure le soutien logistique de toute cette activité. Donc merci, merci Andy. Et je vais vous faire un petit calendrier des prochaines activités, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour le printemps, à l'ACFAS Acadie, au service à la vie étudiante et au-delà. Donc rapidement, tout d'abord, demain, samedi, à 19h, il y aura une conférence sur le racisme systémique par Annemie Paul, la chef du Parti vert du Canada. C'est organisé par le service à la vie étudiante et par l'Association des étudiants internationaux de l'Université de Moncton. Mercredi prochain, le 24 mars à midi, un webinaire sur les enjeux langagiers de la pandémie, donc, qui touche directement le sujet de la linguistique, et notamment pendant la pandémie. C'est organisé par la Faculté des Arts et Sciences sociales de l'Université de Moncton et par l'ACFAS Acadie. Le lendemain, donc jeudi, le 25 mars à 4h, il y aura une table ronde sur pourquoi faire de la recherche en français en 2021. C'est une question qu'on peut se poser, et ça vise particulièrement les jeunes, les étudiants qui souhaitent s'engager dans la recherche et qui hésitent encore entre faire de la recherche en français ou en anglais. Une table ronde qui est organisée par l'ACFAS et par les fonds de recherche du Québec. Et enfin, dernière activité, le mardi 4 mai à 19h, une activité qu'on organise avec l'ACFAS, l'ACFAS Acadie et la Faculté des études supérieures et de la recherche de l'Université de Moncton. C'est le tout premier concours atlantique de ma thèse en 180 secondes. C'est un concours qui est ouvert à la fois aux étudiants en maîtrise et au doctorat. Et c'est pour tout le monde qui est inscrit dans une université de l'Atlantique, quelle que soit sa langue, université anglophone ou francophone. Et n'hésitez pas à participer, c'est une occasion de présenter vos recherches en français en 3 minutes, donc un défi particulièrement intéressant pour l'avoir vécu. Et quant à nous, on se retrouve pour la prochaine causerie qui aura lieu le vendredi 23 avril avec Elias Daigle, qui est doctorant en psychologie, et il travaille sur le bien-être des personnes LGBTQ2+, dans les universités francophones. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour donc les futures activités de l'ACFAS Acadie. Sur ce, bonne fin de semaine à toutes et à tous.